Hey, salut les Hooligans, mon nom est David Rivet, bienvenue à ce 4e podcast de Hooligans Golf. Aujourd'hui, on est jeudi le 16 mai, c'est la première ronde aujourd'hui du PGA Championship du côté de Bethpage Black dans l'état de New York. Et pour l'occasion, j'ai décidé de contacter un de mes chums, un professionnel de golf qui a été cadé sur le PGA Tour pour nous parler de ce mythique parcours qui est Bethpage Black. C'est Johan Benson, donc dans ce podcast, je vous présente Johan qui va, j'espère, devenir un des bons collaborateurs de Hooligans Golf et de nos podcasts au courant de la prochaine saison. Johan qui est de retour au Québec après plusieurs années aux États-Unis. Vous allez en avoir un peu plus de détails justement dans notre discussion au cours des prochaines minutes. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour les Hooligans. Continuez de nous suivre. Lazy Sundays, on est rendu à 80 inscriptions. On capote. Merci beaucoup. Notre ligue amicale, sans aucune prétention, va commencer le 26 mai du côté du Château-Bromont. Et donc, c'est encore le temps de s'inscrire. On est le 16, donc encore une dizaine de jours pour le faire. Ceux qui sont inscrits à la ligue, n'oubliez pas d'aller payer à l'avance sur notre boutique en ligne votre droit de jeu pour le Château-Bromont. Puis si vous n'avez pas encore joint la ligue, c'est toujours le temps de le faire. Et vous courez la chance, c'est le fun, de gagner 3 wedges fités pour vous de la compagnie Cleveland, gracieuseté de Srixon et de Cleveland et de notre ami qui est représentant pour les deux compagnies, Brett Fletcher. Donc, je vous laisse avec Johan Benson. Continuez de nous suivre, partagez le mot, sortez golfer. On se bat pour le golf, les Hooligans, et on se revoit très bientôt avec plein d'autres activités puis plein d'autres annonces pour notre belle saison de golf. À bientôt! Il y a un tournoi majeur qui s'en vient en fin de semaine, c'est le PGA Championship du côté de Bethpage Black. C'est un de mes terrains de rêve et pour vous parler de ce terrain-là, pour vous parler de son expérience comme caddy sur le PGA Tour, belle surprise pour vous autres les Hooligans aujourd'hui. Je parle avec Johan Benson du côté de Pincourt. Salut Johan! Bonjour mon cher, comment allez-vous? Comment ça va Monsieur Benson? Grosse saison de golf, ça doit être encore tranquille du côté de Laval. Maudit printemps incroyable. Oui, vraiment un printemps. Moi, j'étais justement avec la PGA cet hiver un petit peu. J'ai participé à 4 tournois comme cadet dans la saison hivernale, là. Et puis après ça, je me suis déplacé du côté de Chicago pour... moi, j'enseigne des jeunes au collège à Chicago, à certaines universités. Et puis, Chicago, c'est quand même l'Illinois, c'est quand même un État nordique, mais écoute, ils sont 2 mois en avant de nous autres là, sur les conditions de golf. Là. Nous, à Laval, c'est un printemps difficile. Et puis, pour plusieurs terrains là, au Québec. On a eu une super belle fin de semaine, par exemple. Le club était super occupé et puis les membres sont très indulgents. Ils comprennent la température. Mais on a hâte que ça se mette en branle là, pour de vrai, là, avec des belles conditions puis un petit peu de chaleur. C'est les nuits qui sont froides. Oui, exact. Ça prend de la chaleur, ça prend de la pluie chaude. On a encore pas mal trop de la pluie froide, malheureusement. Donc, tu es de retour au Québec pour les prochains mois, Johan. Tu es rendu professionnel du côté de Laval sur le lac. Gros retour parce que tu as surtout passé les dernières années aux États-Unis comme pro, comme golfeur professionnel, comme cadet aussi. Oui, moi, ça fait... je suis exilé aux États-Unis depuis 2008. Ça fait 10 ans, là, je suis avec le circuit de la PGA comme joueur au début et puis après ça, j'ai été cadet de 3 joueurs et entraîneurs, donc Mark Hubbard en majorité et puis j'aide Mark là, avec le coaching et puis l'enseignement. Après ça, j'ai aussi cadé pour Russell Knox, un petit Écossais, et Adam Hadwin, le Canadien que plusieurs gens connaissent. Ah oui, on a entendu parler pas mal. C'est ça. Moi, j'ai cadé cet hiver, d'ailleurs. J'ai cadé quelques événements là, pour quelques tournois pour Adam parce que son cadet régulier est devenu papa. Donc, Adam m'a donné un coup de fil là, pour juste le dépanner pendant quelques semaines. Et puis, c'est ça. Et puis là, oui, très heureux, très fébrile d'être de retour au Québec. Comme je dis, là, ça fait de 10-12 ans là, que moi, je vis à temps plein aux États-Unis. Puis que soit que je suis mon rêve d'être golfeur professionnel ou comme cadet là, pour Marc surtout. Là. Ça a dû être une étape importante dans ta carrière de dire je vais me consacrer comme caddie pendant quelques mois, quelques années, puis de délaisser un petit peu la compétition de golfeur.
Oui, ça a été une grosse étape, sauf que moi, la raison pour laquelle j'ai arrêté, j'avais de l'enflure dans des disques. Donc, c'est vraiment une raison de santé qui a mis fin à ma carrière de golfeur professionnel. Et puis, c'est sûr que je vais jouer des événements ici et là, mais parce que j'aime ça, j'aime la compétition, j'aime jouer. Mais après ça, Mark, lui, gravitait sur le circuit du circuit web.com en 2014. Moi aussi, j'avais un statut, mais fallait que je joue les qualifications du lundi, essayer d'améliorer mon statut. Et puis, Mark a fait appel à mes services là, au mois de juillet. Il m'a demandé là, de devenir son cadet à temps plein. Et puis, il a obtenu son laissez-passer là, sur le circuit PGA Tour de 2014 jusqu'à l'an dernier. Malheureusement, il l'a perdu. Et puis, moi et Mark étant des bons amis, on a discuté. Puis Mark aimait beaucoup ma philosophie comme entraîneur, aimait beaucoup ce que j'enseignais au golf. Donc, il a dit, écoute, il dit, peut-être que c'est le temps de... Puis, non seulement ça, les bourses sur le circuit web.com, c'est une fraction de ce que c'est sur le circuit de la PGA. Donc, côté monétaire, ben moi, c'était vraiment pas une option d'aller le cadet à temps plein là, sur le circuit web. Donc, c'est vraiment là que j'ai fait savoir à certains clubs au Québec que j'étais intéressé à revenir comme enseignant. Et puis, j'ai eu quelques offres, mais j'ai accepté l'offre de Laval-sur-le-Lac. J'ai accepté le défi à Laval comme enseignant. Et puis, c'est ça. Moi, mon gros travail, là, ça va être d'enseigner les membres à Laval, mais j'ai aussi beaucoup de gens maintenant savent qu'avec RDS, avec aujourd'hui le podcast, avec la radio que je fais souvent au 91.9 Sport, les gens savent maintenant que je suis au Québec pour l'été. Donc, j'ai beaucoup de gens qui rentrent en contact avec moi. Et puis, si je peux partager avec toi, j'ai formé j'ai ouvert un compte Hotmail. C'est Benson, mon nom de famille, BENSON, golf à hotmail.com. Donc, les gens peuvent rentrer en contact avec moi via cette adresse email. Et puis, moi, c'est ça. Moi, j'ai aussi d'autres clubs, des amis qui m'ont ouvert leurs portes pour aller enseigner les gens de l'extérieur. Laval, c'est parce que c'est trop occupé. Le champ de pratique est très restreint. C'est pas un gros champ de pratique à la base, c'est un champ de pratique super beau. Mais c'est un club privé avec énormément de membres, une grande activité là-bas, puis c'est des clubs de golf qui sont des clubs de golfeurs, donc c'est toujours occupé. C'est tout le temps occupé. Donc, moi, c'est ça. J'ai 2 ou 3 clubs là, avec qui j'ai parlé. Donc, moi, les gens peuvent rentrer en contact avec moi. Et puis, dépendamment là, d'où ils habitent, moi, je vais me faire des journées, là, pratiquement 1 ou 2 en juin, 1 ou 2 en juillet. Et puis, je vais accueillir là, les gens qui ne sont pas membres de Laval à d'autres clubs, là, juste pour partager mon expérience puis voir ce qu'on peut faire là, pour améliorer leur jeu. Ton enseignement, ça va être plus le course management, je présume. Vu avec ton expérience de caddie, tu vas moins donner de conseils techniques sur l'élan ou le rythme. Ou ça va peut-être être plus, dis-moi si je me trompe, là, mais d'aller nous aider, nous comme golfeurs, débutants ou intermédiaires, d'aller nous améliorer sur le terrain, sur comment jouer tel trou ou tel parcours. C'est sûr que le course management, moi, je me sers aussi beaucoup de statistiques. Moi, je veux savoir la distance que vous frappez vos bâtons. Je veux savoir plein de choses comme oui, mon background de cadet. Mais c'est sûr que ayant vu tous les meilleurs joueurs au monde depuis les 10 dernières années, je me suis fait quand même une bonne tête, le côté technique. Et puis moi, la façon que j'ai appris à enseigner, c'est pas vraiment là, selon le livre typique là, de comment soigner un bâton comme ça. Moi, je prenais, lorsque Mark terminait sa ronde, ou on terminait notre séance de pratique, moi, je gardais le sac de Mark sur le range et puis j'allais m'installer à côté de Tiger Woods, à côté de Phil Mickelson, à côté d'Adam Scott, à côté de plein de gens. Donc, je me suis formé une belle amitié avec les entraîneurs, justement, sur le circuit de la PGA. On parle de Sean Foley, on parle de Mark, lui, son entraîneur, son coach, c'est Kevin Kirk qui coach Patrick Reed, qui coach Jonathan Vegas, qui coach des grosses personnalités dans le domaine du golf. Donc, moi, je me suis lié d'amitié avec eux autres et puis j'ai vu de la façon qu'ils enseignaient. Puis là, j'ai fait ça pendant 5-6 ans, là, juste regarder comment ce qu'ils faisaient. Donc, moi, j'ai quand même
acquérir un bagage d'informations des meilleurs entraîneurs au monde, là, de ceux là, qui entraînent les meilleurs. Donc, j'ai quand même, côté technique, je suis quand même assez, j'ai quand même une bonne idée de ce que je fais, là. Mais vraiment, comme tu dis, c'est sûr que moi, ceux qui ont des questions, comment gérer leur ronde, comment gérer la pratique, comment faire ci, comment faire ça, c'est sûr que je peux les aider, mais aussi, côté technique, je sais quand même ce que je fais, là. Mm-hmm. Il y a notre tour, notre ligue Lazy Sundays qu'on commence dans les prochaines semaines. Puis veut pas, on va être 80 personnes à peu près dans la ligue de semaine en semaine. On n'est pas des pros, on est tous des amateurs. T'en as qui jouent plus 100, en 100 et plus, 90, etc. C'est quoi le premier conseil que tu peux nous donner pour nous autres, là, les amateurs, là, vraiment amateurs, mais qu'on joue vraiment pour le plaisir? Quand on va se faire une ligue, une espèce de tournoi, comment qu'on devrait approcher la compétition, en guillemets? Ben, c'est toujours d'avoir du plaisir, c'est toujours de faire du mieux qu'on peut. Euh, Moi, souvent, le problème majeur des golfeurs, c'est l'alignement. Souvent, les gens sont mal alignés et puis, ayant un mauvais alignement, après ça, on se bâtit un swing naturel étant aligné tout croche. Donc, moi, c'est vraiment la première chose que je vois quand j'ai un golfeur d'un handicap plus élevé. C'est vraiment travailler l'alignement. Et puis après ça, moi, ce que je fais, c'est j'essaie de corriger son alignement, mais aussi, plus les gens avancent en âge, plus les gens, des fois, tu rencontres des gens qui sont un petit peu moins en forme que les joueurs sur le circuit de la PGA. Donc, il faut vraiment être honnête avec eux-mêmes et eux doivent être honnêtes avec toi s'ils sont vraiment sérieux de leur game, d'amener une approche peut-être un petit peu plus fitness, un petit peu plus d'essayer, parce que les gens en vieillissant perdent la mobilité, perdent beaucoup. Sans nécessairement le fitness, mais plus de souplesse, donc d'étirement, de stretching, etc. Ce qu'on a besoin en vieillissant. Là. C'est ça, c'est de bien s'échauffer avant le ronde, au lieu d'arriver ses chapeaux de roue dans le stationnement et puis mettre la balle sur le premier tee. Les bottines pas attachées sur le tee du 1. Là. C'est ça, c'est vraiment important de bien s'échauffer. Et puis, surtout l'alignement. Donc, moi, ce serait la première chose. Et puis, j'espère avoir une invitation pour votre ligue au moins une fois cet été. Ben, c'est sûr. Viens nous montrer comment ça marche. Et puis, c'est ça. Et puis, ce serait le fun de faire comme un regroupement avant, là, de rencontrer tous les gens. Peut-être un petit cocktail party avant. En tout cas, je lance ça comme ça. Ouais, t'es très cocktail, toi aussi. Mais... Oui, je sais pas. Donc, c'est ça. C'est l'alignement. Et puis, après ça, c'est souvent, les gens, en majorité, sont capables de frapper une trajectoire de balle. Tu sais, il y en a beaucoup qui la frappent de gauche à droite pour les droitiers. Et puis, c'est vraiment d'apprendre à s'enligner selon sa trajectoire de balle. Souvent, les gens se battent pour frapper une balle droite. Il n'y a personne qui frappe une balle droite. En tout cas, il y en a très peu. Et puis, les gens ont une mauvaise conception des joueurs de la PGA que c'est des machines à frapper des balles qui frappent la balle d'un côté et de l'autre là, à volonté. Puis ça, c'est pas vrai. Là. Il y a 95% des joueurs qui frappent une trajectoire, que ce soit de gauche à droite. On pense à Dustin Johnson, à Tiger Woods. Lui, il frappe gauche à droite sur leur coup de départ. Et puis, on pense à Rory McIlroy. On pense à Kenny Perry Kenny a fait 30 millions de dollars à frapper des hooks, là. À frapper une balle de droite à gauche très prononcée, puis c'est tout ce qu'il frappait. Donc, lorsqu'on a une trajectoire de balle répétitive, c'est de s'en servir à son avantage. C'est d'essayer d'être parfait, c'est de constamment essayer d'être parfait et puis de frapper une balle droite. Il n'y a rien de plus faux que ça au golf. Lorsqu'on a une telle courbe contrôlable, ben on s'en sert et puis lorsque tu sais ce que tu vas frapper, ben après ça, on peut construire un plan pour votre ronde. Après avoir le joueur que c'est un sac à surprise qui a frappe à gauche, qui a frappe à droite, mais là, après ça, il faut construire un élan répétitif avec une trajectoire de balle et puis après ça, on peut s'amuser. Est-ce qu'on se complique trop, nous, comme amateurs, justement d'essayer de jouer la shot parfaite ou essayer de shaper notre shot, puis comme tu dis, on le voit quand on va voir les pros, là, ils jouent probablement la même trajectoire tout le temps. Là. On devrait faire ça nous autres aussi comme amateurs. Là. Absolument. Et puis, c'est vraiment en pratique, c'est de pratiquer. Moi, j'ai beaucoup de joueurs comme Russell Knox, un bon ami à moi. Russell, c'est un joueur, c'est un frappeur de balle extraordinaire. Il a frappe droite, ça n'a aucun sens.
Et Russell, dans ses entraînements, va passer plus de temps à frapper des balles qu'à pratiquer son jeu court. Son jeu court est un petit peu sa faiblesse, surtout les coups roulés. Mais Russell m'a tout le temps dit, si je pratique mes coups roulés et mon jeu court à la journée longue, je perds de la confiance. Tandis que si je frappe des balles, et puis si je frappe des coups de départ et puis des choses comme ça, je me sens pratiquement invincible parce que c'est ma force. Donc, souvent, les gens pratiquent seulement leur faiblesse. Et puis ça, c'est sûr que ça te détruit. Là. Si tu ferais, tu sais, les gens qui ont de la misère sur le chipping ou les coups d'approche, puis qui pratiquent ça à journée longue, puis ils deviennent découragés, mais ça, c'est peut-être pas la méthode la meilleure. Surtout si les gens ont moins de chance, moins de temps là, avec les cédules de travail qu'on a de nos jours, et les enfants et tout ça. Si les gens ont moins de temps de bien pratiquer ou de pratiquer leurs lacunes, mais pratiquez vos forces. Amusez-vous. Et puis après ça, vous allez être plus en confiance là, lorsque c'est le temps de jouer vos ligues. Là. Surtout, il doit y avoir une différence entre se réchauffer avant une ronde pour notre ligue, ça vient bientôt, là, ou les tournois, puis de la pratique dans une autre journée, par exemple. C'est quoi la différence entre les deux? Comment on pratique ou on s'entraîne? Je pense que tu fais la différence entre les deux. Il y a deux types. Il y a exactement, ça, tu as très raison. Il y a l'entraînement. Lorsqu'on fait un entraînement technique, on essaie de s'améliorer techniquement, on essaie d'accomplir quelque chose de technique. Lorsqu'on s'entraîne, le ball flight ou la trajectoire de balle, ça, c'est pas vraiment important parce qu'on essaie vraiment, là, côté caméra, côté ballon, on essaie d'obtenir un résultat qui n'a rien à voir avec la trajectoire de balle. Après ça, lorsqu'on est satisfait de ce résultat-là, là, on passe au mode pratique. Là, ça, c'est le mode. Là, on incorpore le ball flight, on incorpore la trajectoire de balle, on incorpore plein d'autres variantes. Et puis après ça, c'est de mettre la pratique et de l'amener sur le terrain. La raison pour laquelle on s'entraîne, c'est pour améliorer nos points techniques. Après ça, on amène ça en pratique. La raison qu'on pratique, c'est de se bâtir, c'est de se sentir invincible. Lorsque je pratique pas pour pratiquer, je pratique lorsque je vais arriver en tournoi ou lorsque je vais arriver sur le terrain de golf avec des membres ou peu importe. Je me sens invincible, je me sens que j'en manquerai pas de coups. Donc, c'est pour ça qu'on pratique. Tu te mets en confiance avant ta ronde. Tu t'en vas pas travailler tes défauts une demi-heure avant d'embarquer sur le tee. Exactement. Il y a, comme je disais, un gros tournoi en fin de semaine, c'est le PGA Championship. C'est du côté de Bet Black. J'ai des chums qui l'ont joué. Tu m'as dit que toi, tu l'as déjà joué. Tu as déjà été caddie sur le Bet. À quoi qu'on doit s'attendre en fin de semaine? Le Bet Black est un terrain qui vous offre, pour un prix réduit, une colonoscopie. C'est un terrain épouvantable. David, c'est épouvantable. C'est considéré comme le plus difficile aux États-Unis, ça c'est vrai? C'est vraiment, vraiment, là, à ça puis Oakmont, là, c'est les deux plus difficiles que moi j'ai joué. Tout est difficile. C'est long. C'est un terrain quand même assez moderne où est-ce que les verres sont pratiquement plats. Et puis tu rentres, les verres sont surélevés sur la majorité des trous. Puis tu rentres avec des fers, là, pour un frappeur moyen du circuit de la PGA, là, c'est tout le temps un fer 3 à fer 6, mettons, en rentrant au vert. Donc faire garder la balle sur le verre, c'est quasiment impossible pour l'amateur que je suis. Là. C'est ça, mais c'est parce que tu arrives, ta trajectoire de balle est trop basse, le verre est plat, donc la balle reste pas. Donc là, après ça, tu te ramasses dans des trappes de sable ou dans du rough d'un pied. Puis écoute, c'est un par 70 je te dirais, 5004 d'en arrière. Beaucoup de trous en montant. C'est une marche très difficile. Là, tu joues le premier trou, après ça, tu traverses dans un tunnel. Après ça, tu joues de 2 à 14 de l'autre côté de la rue. Après ça, tu retraverses le tunnel ou la rue pour te rendre au terme du 15e. C'est vraiment, c'est un terrain magnifique. C'est un endroit magnifique, la région de Long Island à New York. On parle des terrains comme Wingfoot, on parle des terrains comme Shinnecock, on parle des terrains comme Friars Head. En tout cas, il y a Hudson National, il y en a plein. Il y a une vingtaine de terrains sur l'île de Long Island qui est juste en banlieue de Manhattan et New York. Écoute, c'est une destination au golf extraordinaire. Le problème, c'est que la majorité des terrains sont privés et non Bethpage. Bethpage, c'est un terrain public accessible à tout. Mais il est difficile quand même pour nous autres à y avoir accès. Là.
C'est très difficile. Faut que tu te fasses un voyage, il faut qu'il soit planifié. Faut que tu prévois pratiquement dormir dans ton auto là, la veille pour être. Parce que c'est premier arrivé, premier servi. Même chose à St. Andrews, même chose à Torrey Pines, en banlieue de San Diego. Torrey Pines, c'est un autre terrain public comme Bethpage, mais c'est vraiment des terrains excessivement difficiles. Bethpage, beaucoup plus que Torrey Pines. Sais-tu, moi, aux États-Unis, on tripe sur les terrains difficiles, ce qui est moins notre cas ici? Ben, c'est parce que le golf, c'est plus implanté. Le golf, c'est mieux implanté aux États-Unis. Pour faire partie des meilleurs terrains aux États-Unis, mais il faut que ton terrain, non seulement qu'il soit beau, non seulement soit difficile, mais il faut que ton terrain accepte d'avoir, à part que le numéro 1 chaque année, souvent, c'est Pine Valley, un autre terrain excessivement difficile au New Jersey. C'est tous des terrains mythiques, c'est tous des terrains avec beaucoup d'histoire. Bethpage étant un terrain plus récent là, depuis qu'ils l'ont refait. Mais tu sais, là, je regarde justement, là, j'ai le carnet, là, le yardage book, là, parce que là, je fais RDS en fin de semaine de jeudi à dimanche. Donc, je regarde mes notes et puis c'est toutes des potes là, qui cassent là, au max une coupe. Donc, c'est pas des verres difficiles, c'est de les frapper. Et puis là, on a des conditions un petit peu similaires dans l'État de New York à ce qu'on a ici. Ben oui, là, c'est frais. Il pleut beaucoup. Ça va être encore plus long. Là. On va le jouer quoi, à 8000, 9000 verges? Là, ça ne roulera pas en fin de semaine. C'est frais, détrempé. Et puis, c'est vraiment un terrain difficile. Il n'y a rien d'autre à dire. Les allées sont dures à frapper. Moi, je me souviens, le 10e trou, le 10e trou, c'était un par 4 de 502 verges. Et puis, nous, lorsqu'on l'a joué, Marc et moi, là, le Barclays en 2016, c'était le premier tournoi des FedEx Cup Playoffs. Et puis, je me souviens, là, parce que le 10e trou est loin du clubhouse. Donc, il faut que tu prennes une minivan, faut que tu prennes une van pour te rendre au 10e trou. Et puis, le driving range est loin aussi du clubhouse. Donc, il faut que tu prennes un kart pour aller au driving range. Donc, lorsque tu pars au 10e trou, ça prend beaucoup de planification parce qu'il faut que tu prévois un 10 minutes de voyagement pour te rendre au driving range. Après ça, un 20 minutes de voyagement pour te rendre au 10e trou. Tandis que quand tu pars au premier, c'est directement derrière le clubhouse, donc c'est pas si pire. Mais le 10e trou, là, lorsqu'on a un vent de face, qui est un vent du nord, qui va probablement être cette semaine, là, vu que c'est frisquet, ben, on parle d'un coup de départ là, de 260-270 verges juste pour se rendre à l'allée. Donc, et puis c'est comme ça, trou après trou après trou. Les trous plus courts sont très étroits. Les trous plus longs, juste à rendre au fairway, c'est pratiquement un miracle. Donc, hey, tu me donnes le goût. Ils vont t'engager comme PR. David, écoute, c'est une colonoscopie. Pas de gants de plastique, pas de lubrifiant, c'est Bethpage. Fait que tu me trouves un peu fou de dire, moi, je rêve pas d'aller jouer Augusta, je rêve pas d'aller jouer St. Andrews Old Course. Moi, mon rêve, c'est de Bethpage depuis, justement, là, les premiers tournois qu'on a vus. Puis j'ai toujours aimé les links, puis j'aime ça quand c'est tough, là. Fait que tu me trouves un peu fou de penser ça. Ben, je te trouve pas fou. Moi, y étant été moi-même, écoute, j'avais la même impression que toi. Même, écoute, moi, je l'ai vu, je l'ai joué, je l'ai marché, je l'ai joué et je l'ai cadé. Et puis, écoute, ça n'est un que tu check off the bucket list, là. Ouais. Donc, je te souhaite de le jouer, tu vas adorer ton expérience, mais je te garantis que lorsque tu mets le fanion au 18e trou, tu vas dire plus jamais. Ou tu vas dire, saison est terminée. C'est terminé. On remet ça dans la valise du shop, on revient à la maison en broyant. Écoute. Tu vas avoir des bâtons perdus dans le bois ou tu vas avoir une blessure en sortant de cette rough-là. Parce qu'en plus, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de voiturette là-bas. Hein? Je pense que tu es obligé de le marcher, puis tu as dit que c'est tough à marcher. Tu marches avec... Ben, c'est un petit peu vallonneux, mais écoute, lorsque tu parles d'un terrain de 5400 verges et puis plus la distance entre les trous, là, c'est une marche de 10 km. OK. Comment tu te prépares pour une ronde quand tu le sais que le terrain est difficile, là, au niveau mental? Ben, écoute, il faut vraiment que tu fasses attention. Écoute, la statistique la plus importante cette semaine, il y en a deux. Il va falloir frapper les allées. Il va falloir les verts en réglementaire parce que les verts sont vraiment pas compliqués. Les joueurs qui vont avoir le plus de verts en régulation cette semaine vont être
excessivement favoris parce que les verts sont vraiment pas difficiles. Mais il faut frapper les allées parce que même les longs cogneurs, s'ils ratent l'allée, ben souvent, ils ne seront pas capables de rejoindre le verre. Et puis, le verre est surélevé. Donc, tu ne peux pas vraiment avancer ta balle et la faire rouler sur le verre parce que là, tu vas te ramasser dans l'herbe longue 40 verges plus court. Souvent, tu ne vois pas le verre. Donc, c'est un terrain que lorsque tu te mets hors de position, il faut vraiment que tu avales ta pilule et que tu te remettes aux 100 verges ou aux 150 dans l'allée. Parce que si tu continues de t'enfarger, écoute, il y a des verres qu'à 40 verges, là, on pourrait mettre un panier de 10 balles, puis je pense même pas qu'on serait capable de frapper le verre, là, parce que les verres sont quand même petits et sont plats. Donc, c'est pas le temps de jouer au super-héros, d'essayer la grosse shot. On joue by the book, on écoute son caddie, on garde la tête froide. C'est ça le truc. C'est vraiment lorsqu'on frappe l'allée et le verre, on va avoir une belle chance d'oiselet. Lorsqu'on rate l'allée, il faut vraiment essayer de se donner toutes les chances possibles. Je regarde juste le 4e trou, c'est une normale 5. C'est seulement 517 verges, c'est un petit peu en montant. Mais lorsque tu rates l'allée sur le coup de départ, tu seras probablement pas capable parce que c'est un double fairway. L'allée arrête. Ensuite, il y a beaucoup de trappes de sable qui séparent la première allée de la deuxième allée. Donc, si tu es dans l'herbe longue en bas, après ton coup de départ, tu ne seras pas capable de rejoindre l'allée d'en haut là, qui te donnerait un coup de 100 verges ou 90 verges. Là. Donc, faut que tu sortes de l'herbe longue pour te mettre dans l'allée. Mais là, il te reste un coup de 180-190 verges en montant un petit green plat. Donc, c'est constamment comme ça. C'est pour ça que je te dis c'est une colonoscopie. Là. Ça finit pas. Ça finit pas. Tu frappes un bon coup de départ, mais il te reste 210 au fanion sur un verre plat. Oui, en montant, le vent d'en face. Fait que ça, c'est pas facile. Déjà là, tu es en plein milieu de l'allée, tu as fait ta job, puis tu te sens déjà comme que tu n'as pas de shot. Là, rajoute que tu la mets dans le rough ou rajoute que tu as manqué le verre, puis qu'il te reste 80 verges en sortant de l'herbe longue, puis tu ne vois même pas les chaussures. Là. Et je te dis, ça finit plus. Ça finit plus. Est-ce que les pros, ils aiment ça, aller jouer là, des terrains difficiles comme ça? Oui, ils adorent ça. Ben écoute, eux autres, les cogneurs moyens vont trouver ça un petit peu moins drôle, mais la majorité des joueurs l'ont déjà joué. Donc, c'est un terrain mythique. C'est un terrain comme Oakmont, c'est un terrain comme Marion, c'est un terrain que les joueurs aiment le challenge, les joueurs aiment les terrains difficiles parce que justement, ça met l'emphase sur tout le jeu. Non seulement parce qu'à Augusta, c'est beaucoup les coups roulés. C'est sûr que la Star Augusta, ils ont allongé les départs, donc de plus en plus, les longs cogneurs sont favorisés, mais à Augusta, tu n'es pas obligé de frapper la ligue. Tandis qu'à Bethpage, il faut que tu la frappes. Ça me surprendrait là, que le pointage gagnant là, soit dans les moins 10 et plus. Là, je serais excessivement surpris. D'habitude, ça se gagne là, moins 5, moins 6. Là, c'est à peu près le mieux qui va se faire. Là. Bien, surtout avec les conditions météorologiques ces temps-ci là, dans l'État de New York. Là. Mais la balle, il fait froid, la balle ne voyage pas. Donc, même les longs cogneurs, là, des coups de départ au-delà de 300 verges, là, ça va être rare là, cette semaine, juste parce que, à moins que le comité du tournoi décide d'avancer les têtes, mais pourquoi aller à Bethpage avancer les têtes? C'est comme ça fait pas de sens. Là. Mais c'est sûr qu'il va falloir par exemple, le 10e trou ou d'autres trous, là, il va falloir qu'ils avancent. S'il y a un bon vent de face, mais il va falloir qu'ils avancent les têtes parce que la majorité des joueurs ne seront pas capables. Il ne faut pas oublier, là, cette semaine, il y a une vingtaine de pros de clubs des États-Unis qui se sont qualifiés. Là, donc, moi, j'en connais un, Rod Perry, il vient de la Floride, un bon ami à moi qui s'est qualifié, un petit gaucher. Rod, un bon coup de départ, là, c'est 260. Là, donc, s'il y a quelques trous qui n'est pas capable de rejoindre l'allée, il va trouver le temps long. Là. Ben écoute, surtout si t'en frappes une bonne, tu te rends pas dans le fairway. Tu n'utiliseras pas ton expression de coloscopie à RDS en fin de semaine? Non. Tu vas garder ça pour nous autres. C'est bon. Je vais
garder mon langage un petit peu plus. Ben, ça, c'est hors d'onde qu'on parle comme ça. Mais... C'est entre les guns un peu. Non, mais je trouve ça le fun parce qu'on t'a connu. Il y en a qui ne te connaissaient pas, mais qui t'ont vu à RDS pour le tournoi des maîtres. Là, tu reviens en fin de semaine parce que c'est un autre major. C'est une belle expérience pour toi de faire la télé maintenant. Tu fais un peu de radio, mais c'est le fun de te voir dans les médias de plus en plus. Oui, non, j'adore ça. Moi, j'ai fait beaucoup de médias aux États-Unis. J'ai travaillé beaucoup avec le Golf Channel, avec ESPN. C'est sûr que la télévision en direct, c'est différent. Puis moi, là, ça fait 12 ans que j'évolue en anglais là, à chaque jour. Donc, des fois, je cherche mes mots. Les gens sont très indulgents avec moi. Les gens ont été très, très gentils. Les gens m'envoient des courriels. Les gens ont rentré en contact avec RDS. J'ai reçu des messages sur Facebook. J'ai reçu des messages sur Twitter. Les gens sont super sympathiques avec moi. Et je pense que les gens aiment le contenu que j'amène. Et non seulement le tournoi de golf typique où est-ce que c'est seulement de l'analyse ou des statistiques ou de la recherche que tu as faite. On sent vraiment ton feeling, on sent l'expérience du terrain que tu as. Ben, c'est parce que c'est pas juste la description de l'action en jeu. Moi, je peux expliquer pourquoi le joueur va prendre telle décision ou je peux dire souvent qu'un joueur, comme là, je te dirais un de mes meilleurs calls au Masters, c'est au tournoi des maîtres, c'est quand j'avais dit en début de reportage le dimanche, j'avais dit si Tiger peut rejoindre Molinari sur le départ du 13e, là on aurait vraiment un bon tournoi et puis ça serait probablement à l'avantage de Tiger. Et puis Molinari a commis une bévue monumentale là, au 12e. Et puis moi, j'avais donné un coup à Carlo qui est à ma droite parce que j'y avais fait mention. J'aurais dû le dire en ondes, j'aurais eu l'air de Nostradamus, là, mais j'avais dit à Carlo que Molinari était aligné 3 à droite. Et puis justement, là, il était aligné 3 à droite. Mauvais swing, mauvais alignement, mauvais résultat. Et puis là, c'est arrivé. Tiger et Molinari étaient à égalité sur le départ du 13e et on sait la suite historique, là. Mais moi, c'est des détails que moi, je peux apporter. J'amène un peu plus de contenu, j'amène un petit peu plus d'expérience parce que les terrains, comme là, le US Open, là, Pebble Beach, j'étais là 100 fois, là, avec le circuit de la PGA. On joue là, c'est un tournoi régulier à Pebble Beach, là. Il y a juste là l'Omnium britannique, ça, il n'y a personne qui l'a joué, là, c'est dans le nord de l'Irlande, ça, j'y ai jamais été parce que ça ne fait pas partie de la rotation habituelle du British Open, là. Donc, celui-là, ça va être, je ne sais pas encore si je le fais à RDS ou pas. J'espère, mais c'est... Je devrais t'envoyer le jouer avant, d'ici là, pour que tu ailles quelques in. Parce que j'en ai parlé avec Graham McDowell, parce que lui, son frère travaille sur la maintenance de ce terrain-là. Donc, son frère, c'est un employé là, tous les jours là, il travaille là, sur l'équipe du terrain à ce terrain-là. Donc, j'en ai parlé, mais c'est un terrain que ça a l'air, c'est super beau, ça a l'air que c'est vraiment un links, là. Donc, ça va être intéressant Et puis, c'est le fun, les heures de l'Omnium britannique aussi, là, ça commence à 8 heures du matin. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ben écoute, on va te suivre en fin de semaine du côté d'RDS pour le PGA Championship à Bethpage Black. Puis je mets ça sur ma bucket list. Faut que j'aille jouer là une fois dans ma vie. Hey, merci, Yohan. Puis oui, je t'envoie l'invitation bientôt pour participer à notre ligue du Lazy Sundays. Parfait. Good. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye-bye. Ciao, bye.